Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de deux notions très importantes dans l'utilisation de la carte EMV. Il s'agit de l'authentification carte et de l'authentification porteur. Les gens ont tendance à mélanger le plus souvent ces deux notions-là. À partir de cette présentation, nous allons vous détailler en fait ce qu'il en est. On rentre dans le vif du sujet après l'intro. Authentification de la carte. Avant l'authentification de la carte, il y a un prérequis à respecter. Il faut d'abord authentifier l'émetteur de la carte avant en fait d'authentifier les données de la carte. Quand on parle de l'authentification carte, c'est l'authentification des données de la carte. Donc à partir de la clé publique de l'autorité de certification, nous avons la possibilité d'authentifier l'émetteur. L'autorité de certification, c'est qui? En fait, c'est une entité qui permet de certifier la clé publique de l'émetteur de la carte. Et comment ça se passe? Le plus souvent, l'émetteur transmet sa clé publique à l'autorité de certification et ce dernier, en fait, à l'aide de sa clé privée, signe en fait la clé publique de l'émetteur pour pouvoir émettre un certificat. En fait, ce certificat est envoyé ensuite à l'émetteur et l'émetteur va l'utiliser pour en fait signer les données à mettre dans la puce. Maintenant, le certificat de la clé publique du certificat de l'autorité de certification est en fait envoyé au point d'acceptation pour être chargé cette fois-ci sur les terminaux. Donc, le terminal maintenant, à partir de la clé publique de l'autorité de certification, a la possibilité de déchiffrer le certificat de l'émetteur de l'émetteur pour pouvoir, une fois que ce certificat est déchiffré, le terminal en fait pourra maintenant connaître la clé publique de l'émetteur de la carte. Puisque dans le certificat permet d'identifier l'émetteur et également de connaître le certificat, la clé publique de l'émetteur. Donc, ainsi, l'émetteur est authentifié ainsi que sa clé publique. À partir de là, la vérification des données de la carte peut avoir lieu. Différentes méthodes d'authentification sont utilisées pour authentifier la clé ou authentifier en fait les données de la carte. Il s'agit de la méthode statique des données, SDA, la méthode dynamique et la méthode combinée de CDA. Pour le SDA, ce qu'il faut retenir, ce sont des données en fait, des données statiques qui sont signées par l'émetteur et stockées dans la puce. Donc, le terminal a la possibilité de hacher ces données signées-là et les comparer avec celles déchiffrées à l'aide de la clé publique de l'émetteur. Et s'il y a égalité en ce moment, le terminal saura effectivement que ces données-là sont valides, ces données ont été effectivement signées par l'émetteur réel de la carte. La méthode DDA. Les méthodes DDA et SDA, il y a une différence à ce niveau par rapport à la méthode SDA. Ici, il y a deux volets. Il y a l'authentification d'abord de la puce qui se fait, ainsi que l'authentification des données. Pour la DDA, il faut savoir qu'il y a un biclé propre à la carte, à la puce, qui est stocké. Donc, quand on parle de biclé, c'est une paire de clés, la clé privée et son correspondant public, clé publique.
Donc, la clé privée de la puce sera stockée dans une zone secrète de la puce et la clé publique, quant à elle, sera signée par la clé privée de l'émetteur. Donc, il y a un certificat à ce niveau-là qui sera retrouvé et stocké également dans la puce. Maintenant, lors de la transaction, qu'est-ce qui se passe? Le terminal lit toutes les données de la puce et authentifie l'émetteur et récupère sa clé publique, comme on l'a dit tout à l'heure. N'est-ce pas? Et maintenant, avec la clé publique de l'émetteur, le terminal déchiffre le certificat de la puce et récupère la clé publique de la puce. Le terminal envoie ensuite à la carte un nombre aléatoire assigné. Et une fois que la carte signe cette donnée-là, la retourne au terminal, le terminal utilise la clé publique de la puce pour déchiffrer la signature et recalculer lui-même le hash du nombre aléatoire. S'il y a équivalence, le terminal conclut en fait que la carte, la puce, détient effectivement une clé privée stockée dans une zone secrète. Donc, le terminal conclut que c'est effectivement la bonne carte. Donc, les données ont été certifiées. Donc, ces deux méthodes-là, il faut relever que ces deux méthodes contiennent des insuffisances. La méthode SDA, la méthode statique, puisque toutes les données sont lues, les données qui sont partagées sont lisibles. Donc, un hacker a la possibilité de dérober ces données-là et les copier dans une carte pour pouvoir opérer des transactions frauduleuses. Ça, c'est une première faille. Une seconde faille de la méthode SDA, c'est que si, par exemple, la clé privée de l'émetteur est compromise, en ce moment, toutes les cartes qui sont en circulation peuvent être clonées et utilisées à des fins frauduleuses. Donc, voici les failles de la méthode SDA. Quant à la méthode DDA, c'est une méthode sécurisée, certes, qui a permis effectivement de réduire les cas de fraude avec les cartes à puce. Cependant, il faut noter qu'on n'est pas à l'abri de la modification, d'une modification des données au cours de la transaction lors de l'authentification. Puisque l'authentification a lieu avant l'autorisation, c'est-à-dire l'authentification des données que nous venons de voir là se passe avant que la transaction ne soit routée à l'émetteur pour pouvoir autoriser la transaction. Donc, avant que les données ne soient envoyées à l'autorisation, il peut y avoir modification des données en ce moment et compromettre même ce qui a été fait au niveau de l'authentification. Donc, c'est pourquoi une autre méthode plus sécurisée a été mise en œuvre, la méthode CDA, qui exige désormais que, en fait, une signature soit générée par la puce au moment de la génération du cryptogramme applicatif. C'est-à-dire au moment du generate AC. Le generate AC, c'est quoi? C'est une injonction donnée par le terminal à la carte, lui demandant en fait de générer un cryptogramme lorsque, par exemple, il veut effectuer une action précise. C'est-à-dire, lorsque le terminal veut en fait demander à la carte s'il faut aller en online en ce moment, il va demander à la carte de générer l'ARPC. Le cryptogramme qui sera généré, c'est l'ARPC. Et si le terminal veut demander à la carte de poursuivre la transaction en offline en ce moment, le cryptogramme, la carte va générer une TC. Donc, c'est lors en fait de la génération de ces cryptogrammes-là que la
le terminal va exiger la génération d'une signature CDA. Donc, à chaque génération de AC, de cryptogramme, le terminal demande de calculer aussi un CDA dans le même moment. Qu'est-ce que le terminal va faire ensuite? Le terminal va concaténer et envoyer plusieurs données dynamiques et aussi les données de la puce à la carte. Et après le retour de la carte, le terminal déchiffre via la clé publique de la puce la signature, recalcule le hash et le compare avec celui calculé par la puce. Mais la spécificité ici, c'est que c'est lors de la génération du cryptogramme applicatif qu'en fait que le terminal en fait exige aussi la génération d'une signature CDA. Maintenant, pour l'authentification du porteur, il s'agit en fait de s'assurer que le porteur est bien le titulaire de la carte. Si le porteur n'a pas en fait dérobé une carte, ou bien si le porteur connaît effectivement le PIN de la carte. Donc à ce niveau, si c'est par exemple une transaction à piste, en ce moment, les méthodes qui sont utilisées, c'est soit le PIN chiffré en online, c'est-à-dire le PIN, on va dire c'est le code secret en fait du porteur qui sera crypté, chiffré et envoyé à l'émetteur. C'est-à-dire quand on dit envoyer en online, c'est envoyé à l'émetteur. Envoyé à l'émetteur en fait de la carte. Soit par signature. Signature, c'est quand cette méthode est sélectionnée, c'est-à-dire sur le ticket porteur, et on va marquer dessus signature, il y aura marqué dessus signature, et en ce moment le porteur va signer sur le ticket. Donc c'est comme ça se passe. Et il y a une troisième méthode ici qui peut être utilisée, c'est pas d'authentification par exemple du porteur si c'est effectivement supporté par le terminal et la carte. Maintenant, si la transaction se passe en mode puce, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées en fonction des possibilités du terminal et des choix de l'émetteur via la CVM, Card Holder Verification Method. S'il y a accord en fait en ce moment entre la méthode proposée par la carte et le terminal, le résultat est consigné dans le terminal status information. Et dans le cas échéant, par exemple, si le terminal, la carte, dans les méthodes de la carte, s'il est dit par exemple que c'est systématiquement la vérification chiffrée en online et que si cette vérification échoue, là, il n'y a plus de méthode alternative qui est proposée. C'est-à-dire, ça signifie en ce moment que l'authentification du porteur, la vérification du porteur a échoué. Donc, en ce moment, après en fait ces vérifications, le terminal passe à la méthode suivante. Si on ne peut plus passer à la méthode suivante, il n'y a plus de méthode suivante possible en ce moment. Le résultat final est enregistré dans la TVR. Et c'est sur cette TVR là que en fait le résultat stocké dans la TVR que le terminal et la carte vont décider de la suite de la transaction. Est-ce qu'il faut aller en online? Est-ce qu'il faut poursuivre la transaction en offline? Ou est-ce qu'il faut la décliner? Il y a différentes méthodes d'authentification du porteur qui sont possibles. Nous avons essayé de les décliner. Nous avons le PIN chiffré en online. Le PIN chiffré en online, qu'est-ce que c'est? Le PIN est crypté, le code, c'est-à-dire le code secret du porteur est chiffré, est crypté et envoyé, transmis à l'émetteur de la carte qui va en fait faire la vérification. Nous avons également le PIN chiffré en offline. Le PIN chiffré en offline, là le PIN, le code secret du porteur est crypté, chiffré,
cette fois-ci, il ne sera pas envoyé à l'émetteur en online, mais plutôt à la carte pour vérification. Le PIN non chiffré en clair envoyé en offline. Donc là, le code secret n'est pas crypté, n'est pas chiffré, il est envoyé tel qu'il est en fait à la carte pour vérification. Nous avons également la signature, comme on l'a dit. Il y a aussi en fait la combinaison de la signature et du PIN en offline. C'est-à-dire signature signée sur le ticket, PIN offline, code secret envoyé à la carte pour vérifier l'authentification du porteur. Et enfin, nous avons la méthode sans vérification, c'est-à-dire si c'est supporté par la carte et le terminal, en ce moment, cette méthode peut être également appliquée. Voilà, ceci met un terme à notre présentation synthétique d'aujourd'hui, en fait, sur l'authentification de la carte et l'authentification porteur. J'espère que cette brève présentation vous a permis de faire la part des choses entre ces deux notions-là et que les gens ont tendance à mélanger souvent. Voilà. Et vous pouvez nous dire en fait dans les commentaires ce que vous pensez en fait de ces deux notions-là. Est-ce que vous avez compris ou est-ce qu'il y a des notions que vous n'avez pas comprises qu'on pourrait détailler? Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres types d'authentification dont nous n'avons pas parlé ici. En l'occurrence, l'authentification 3D Sécu qui est aujourd'hui à sa version 2. Voilà, donc vous pouvez nous dire en fait également dans les commentaires si vous voulez que nous puissions en fait partager une présentation sur l'authentification 3D Sécu. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye bye. Merci.